Bonjour, bienvenue au musée Granet à Aix-en-Provence pour l'exposition Jean d'Arrée, peintre du roi en Provence, qui a lieu du 15 juin au 29 septembre 2024. C'est une exposition inédite, la première exposition monographique consacrée à Jean d'Arrée, qui est un peintre bruxellois d'origine, né en 1614, mais qui s'est installé à Aix en 1636 et qui a fait la majeure partie de sa carrière. Il est mort en 1668. Nous avons la chance d'avoir Jane McAvock, la commissaire scientifique de l'exposition, qui est la spécialiste de l'artiste et qui travaille depuis près de 30 ans sur l'artiste, qui va vous conduire au travers des 8 sections de l'exposition, des sections chronothématiques qui permettent de dérouler l'œuvre de Jean d'Arrée, qui est un artiste protéiforme, qui a été à la fois peintre religieux, peintre de décors, peintre pour les collectionneurs et même concepteur de décors, voire même architecte. Et vous allez voir toutes ces composantes de son œuvre au cœur de l'exposition. Nous avons conçu un parcours hors les murs pour compléter la visite de l'exposition et découvrir in situ l'œuvre de Jean d'Arrée dans les églises, les lieux du territoire où il a travaillé. Et ce sont donc 30 communes, 24 ont été prêteurs pour l'exposition et nous avons pu restaurer les œuvres grâce à une grande campagne de restauration déroulée au CICRP, au Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine à Marseille, où 27 restaurateurs ont œuvré pendant près de 2 ans et demi, ainsi que des ingénieurs du patrimoine qui ont pu analyser les pigments, le liant, la matière picturale et le processus artistique de Jean d'Arrée. C'est une exposition qui est exceptionnelle également par son commissariat tricéphale, Jane McAvock, la spécialiste de l'artiste, moi-même pour le musée Granet en tant que commissaire exécutif, et Pierrick Rodriguez, qui est conservateur régional des monuments historiques à la DRAC PACA, qui a permis justement de donner cette coloration monument historique pour l'ensemble de ces œuvres qui ont été restaurées et qu'on peut voir aujourd'hui soit dans l'exposition, soit dans le parcours hors les murs dans les églises du territoire. Jean d'Arrée est un peintre né à Bruxelles en 1614. Il est formé à Bruxelles, il commence son apprentissage comme beaucoup de jeunes peintres autour de l'âge de 10 ans, chez un peintre inconnu, très peu connu, Antoine van Opstal, dont malheureusement on ne connaît aucune œuvre. Ce qui nous pose un peu de problème pour connaître en fait les origines de certains aspects du style de d'Arrée. Vers l'âge de 18 ans, il se trouve à Paris, auprès de son cousin Pierre d'Arrée, qui est un graveur qui travaille d'après des artistes très connus comme Simon Vouet ou Jacques Blanchard, qui sont des artistes les plus importants de Paris au début des années 1630. Sans doute il quitte Paris au début de 1634 et on le retrouve en 1636 à Aix. Alors qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 2 ans ? C'est là où les œuvres nous parlent et nous disent en fait que Jean d'Arrée a certainement été à Rome. Il a certainement vu des œuvres des artistes dont le Caravage. On le voit par exemple sur ce Christ en croix avec la Vierge des 7 douleurs. Donc on voit les souffrances de la Vierge à travers les glaives qui sortent de sa poitrine. C'est une image qu'on trouve assez souvent en Provence au XVIIe siècle. Et puis on a Saint-Pierre et Saint-Antoine Abbé, qui sont les 2 saints patrons en fait des commanditaires du tableau. Ce Christ en croix en fait est une représentation très réaliste. On est conscient en fait de la présence du sang qui coule du corps du Christ, notamment des pieds qui fait des taches sur le bois de la croix, et aussi de la grande taille des clous qui transpercent les pieds, par exemple, du Christ. Il y a un jeu de clair-obscur important dans cette œuvre qui montre aussi l'influence, sinon de Caravage, d'autres artistes actifs à Rome au début du XVIIe siècle. Alors, ce tableau a été peint en 1640, donc c'est un des premiers tableaux à avoir été peint pour une église aixoise. Il a été peint pour l'église des Augustins des Chaux, qui n'existe plus, et aujourd'hui il se trouve à la cathédrale Saint-Sauveur. Ici, nous sommes dans la 2e section de l'exposition consacrée au collectionnisme. Alors, pourquoi le collectionnisme ? Dans la première salle, en fait, on a montré le Christ en croix, qui était un tableau peint pour une église. Ici, nous sommes dans la salle qui est dédiée aux œuvres
qui ont été peintes pour des hôtels particuliers, pour les résidences en fait, chez les gens. Donc on a 2 portraits, dont un de Daret, un deuxième de Nicolas Mignard. On a aussi une série de 3 Vierges à l'enfant qui sont dédiées à la dévotion privée, un type de dévotion qui était vraiment encouragé par l'Église au XVIIe siècle. Une scène de bataille qui fait sans doute partie d'un décor et une conversion de Saint Paul qui est peut-être aussi un tableau destiné non à une église mais plutôt à un intérieur chez quelqu'un. Nous avons aussi surtout 2 musiciens, un joueur de guitare et une joueuse de luth. Le joueur de guitare qui fait partie des collections du musée Granet, c'est le seul tableau qui appartient aux collections du musée Granet. Et la joueuse de luth qui nous est venue de New Haven, aux États-Unis. C'est la première fois que ce tableau est montré avec d'autres œuvres de Daret. Et pour moi, c'était un des moments les plus émouvants en fait, de l'organisation de l'exposition. C'était le dernier tableau à arriver et j'étais presque en larmes de voir ces 2 tableaux réunis. Pendant longtemps, on se demandait s'ils étaient des pendants et je pense que quand on les regarde côte à côte, on est quasiment sûr que ce sont des pendants. Ce sont des œuvres intéressantes pour de nombreuses raisons. Là encore, elles montrent l'influence des artistes qui ont été à Rome au début du XVIIe siècle. Ce sont ceux qui ont peint des musiciens dans des scènes de genre. Le joueur de guitare est aussi intéressant parce que Daret se montre lui-même dans une scène de genre. Il a utilisé ses traits pour représenter ce musicien. Et sur les 2 œuvres, on voit une attention particulière donnée au tissu, donnée aussi à la représentation des instruments de musique, les cordes notamment, qui sont vraiment typiques de Daret. Ça fait partie en fait d'un des tics de Daret, c'est de montrer les objets de manière très réaliste avec beaucoup de précision et de la délicatesse. Nous sommes dans la 3e salle dédiée au tableau d'église, qui est une grande partie de l'œuvre connue de Daret. Nous connaissons bien la production pour les églises parce que dans certains cas, nous avons ce qu'on appelle les préfaits, les commandes des œuvres. Et pour certains cas, et c'est le cas du don du rosaire ici, nous avons aussi 2 dessins préparatoires. Ce tableau a été peint en 1643 pour la chapelle du rosaire de l'église des Dominicains d'Aix, qui était une église très importante, très grande. Aujourd'hui, elle existe toujours et c'est l'église de la Madeleine, malheureusement fermée pour travaux actuellement. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs nous avons choisi d'exposer ce tableau à l'intérieur de l'exposition et de ne pas l'intégrer dans la partie hors des murs de l'exposition. C'est un tableau particulièrement important parce que Daret a reçu beaucoup d'argent tout simplement pour ce tableau. Il a été payé la somme de 300 livres, qui est très important par rapport à d'autres commandes. Et grâce aux analyses en fait, des scientifiques du CICRP, donc du Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine à Marseille, nous savons que Daret a utilisé des matériaux particulièrement importants et coûteux. Ce tableau, dont le thème est traditionnel et qu'on retrouve souvent dans la région, dans les églises de la région, montre Saint Dominique et Sainte Catherine de Sienne qui reçoivent le rosaire de la Vierge et de l'Enfant. On a un joli jeu de lumière avec le visage de Saint Dominique qui est à l'ombre, mais on voit la lumière qui vient du Christ. On voit aussi le symbole, l'attribut de Saint Dominique sous la forme du chien, qui porte un lambeau à la bouche. C'est en rapport avec un rêve de sa mère pendant qu'elle était enceinte de lui. Ce chien qui est montré de manière très réaliste. Donc là encore, on se souvient des origines flamandes de Daret et son intérêt pour le réalisme et pour la représentation réelle des objets et des animaux. Ce petit chien aussi joue un rôle important dans la construction de la composition parce qu'il a une patte qui déborde et qui nous introduit dans la partie inférieure de la composition, qui montre en fait les âmes du purgatoire qui sont sauvées du purgatoire grâce au rosaire. Et dans cette partie du tableau, on retrouve en fait les traits de Daret, Daret qui est sauvé par un ange grâce au rosaire, au chapelet qui lui entoure le poignet. Donc c'est un tableau particulièrement important aussi pour la construction, pour l'importance de l'architecture et pour l'importance des couleurs. Des pigments très coûteux ont été utilisés. D'autres œuvres en fait dans cette salle proviennent d'églises non seulement d'Aix, mais aussi de la région. Donc on a le martyre de Saint-Barthélemy qui vient de l'église de Haups dans le Var, qui s'inspire d'une gravure de Giuseppe de Ribera, et un tableau aussi, l'Annonciation, qui provient de Saint-Martin de Palière. C'est une découverte récente, c'est un tableau qui est complètement inédit, qui n'a jamais été montré, qui n'est jamais mentionné. Donc c'est une des grandes découvertes de cette exposition.
Nous sommes maintenant dans la 4e salle de l'exposition dédiée à la décoration de la chapelle de l'Association de la Sainte Famille, mais nous avons aussi montré 3 représentations de la mort de Saint Joseph, pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est un sujet qui est très très fréquent dans le sud de la France, en Italie et en Espagne au XVIIe siècle, mais très rare dans le nord de la France, dont à Paris. Donc nous avons choisi de montrer la mort de Saint Joseph, de Nicolas Mignard, de Reynaud le Vieux et de Jean d'Arrest. Ça nous permet de montrer en fait le même sujet peint par les 3 grandes stars du XVIIe siècle provençal. C'est un sujet qui est un peu difficile pour un artiste parce qu'il faut montrer Saint Joseph dans un lit. Donc pour créer une composition intéressante, ce n'est pas toujours évident pour un artiste. Il est mourant mais pas encore mort. Donc en fait, il faut aussi montrer cet aspect peut-être un peu grisâtre, mais toujours vivant de la figure de Saint Joseph. Alors pourquoi ce sujet était aussi populaire et courant au XVIIe siècle? C'est tout simplement parce que Saint Joseph est mort de la bonne mort. Il est mort sans douleur, dans son lit, tranquillement, à la différence par exemple de Saint Barthélemy qui se fait écorcher, qu'on a vu dans la salle précédente. Et il est entouré par son épouse et son fils adoptif, donc le Christ et la Vierge. Et on en voit toujours aussi un ange ou 2 qui sont prêts à porter l'âme de Saint Joseph au ciel. Dans la représentation de Jean d'Arrest, on voit aussi Dieu le Père et la colombe aussi qui représente le Saint-Esprit, que Saint Joseph regarde, et au bout du lit 2 petits anges qui sont montrés de manière assez réaliste. On peut admirer aussi la qualité de la couverture, qu'on peut s'imaginer le toucher nous-mêmes en fait quand on voit ce tableau. Donc c'est une œuvre particulièrement réussie de d'Arrest, et à côté vous pouvez admirer les représentations du sujet par Reynaud le Vieux et par Nicolas Mignard. Grâce à une publication de 1679, les curiosités les plus remarquables de la ville d'Aix, nous connaissons assez bien le décor des églises aixoises au XVIIe siècle. Une des églises, en fait, une chapelle privée qui est décrite avec beaucoup de détails par l'auteur Pierre-Joseph de Hache, la chapelle de l'Association de la Sainte Famille, qui était décorée presque entièrement par Jean d'Arrest. Sur les murs, il y avait 22 tableaux qui représentaient chacun un saint. Au plafond, il y avait 3 compositions, des huiles sur toile qui étaient encastrées dans un lambris. Et on connaît une des compositions de ces 3 grâce à un dessin préparatoire qui est montré dans l'exposition. Sur les 22 tableaux décrits par De Hache, nous connaissons aujourd'hui 6 tableaux. 2 sont conservés à la chapelle de Notre-Dame de la Consolation à Aix. 2 sont conservés dans l'ancienne chapelle des Andrettes à Aix aussi. Et 2 sont conservés dans l'église de Varage dans le Var. Ici, nous avons la représentation de Saint-Jacques de Compostelle, donc le pèlerin, et on voit la coquille de Saint-Jacques sur le tableau. À côté, nous avons Saint-Thaddée et puis Saint-Sidoine, qui est représenté devant une vue de la ville d'Aix. C'était le 2e évêque de la ville d'Aix. Ces compositions étaient encastrées dans un lambris de bois doré et ils étaient montrés en hauteur, ce qui explique pourquoi nous avons choisi de montrer les tableaux, de les accrocher un petit peu en hauteur. Et comme toujours chez Darré, il y a un petit jeu de perspective. On voit que les saints sont identifiés grâce à une plinthe sur laquelle les figures sont posées, et il y a souvent un pied ou un morceau de draperie qui déborde. Donc on reconnaît les saints assez facilement aussi grâce à leurs attributs. Donc, comme j'ai dit, la coquille de Saint-Jacques et le bâton de pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Nous connaissons une 7e composition de cette série de 22 tableaux grâce à un dessin préparatoire à la figure de Sainte Marthe, qui est un dessin à la mine de plomb, une technique que Darré utilisait. C'est relativement rare parmi les artistes français, mais c'était une technique qui était utilisée beaucoup par les artistes flamands. Les 22 saints représentés sont des saints de ce qu'on appelle la Sainte Parenté, selon la légende de Sainte Anne, qui s'est mariée 3 fois et qui a eu 3 filles, chacune qui s'appelait Marie. Bien sûr, on connaît la Vierge Marie, et les 2 autres sont Marie-Salomé et Marie-Cléophas, et leurs enfants. Donc c'est la Sainte Parenté, donc ce sont tous un petit peu une cousinade du Christ, et aussi certains saints qui sont en rapport directement avec la Provence, donc Saint Sidoine qui était le 2e évêque d'Aix-en-Provence, et Sainte Marthe bien sûr qui était installée à Tarascon. Les dessins de Jean d'Arrest sont
Peut-être la partie la mieux connue de sa production, grâce au fait qu'au XIXe siècle, le grand collectionneur Philippe de Chenevière en possédait une vingtaine et il en a parlé dans ses publications. Mais d'autres dessins ont été découverts ces dernières années et parmi les dessins découverts plus récemment, cette figure de Saint Joseph, une figure qui tient un lys, donc l'attribut de Saint Joseph, est préparatoire à la toile qui montre le retour de la Sainte Famille, qui est conservée dans le village de Saint-Julien-le-Montagnier dans le Var, qui est un tableau inédit. C'est une découverte récente. Il fait partie de cette série de 19 tableaux de Daret et 4 autres tableaux qui ont été restaurés pour l'exposition. Le dessin préparatoire est intéressant parce qu'on voit la figure de Saint Joseph avec peu de variantes par rapport à la composition finale. Darry étudie le jeu de lumière grâce au lavis qui est sur la partie gauche, donc la partie à l'ombre du dessin. Il adapte un petit peu et il le modifie légèrement quand ça passe à la toile. Et comme c'est très souvent le cas chez Daret, qui avait un peu de difficulté pour dessiner les mains, il reprend les mains en fait à côté à la pierre noire. Donc c'est un dessin qui fait partie de cette série de nombreux dessins qu'on a tenu à montrer dans l'exposition. Plusieurs dessins qui sont en rapport direct avec les compositions, comme la figure de Saint-Dominique préparatoire au don du rosaire, et d'autres dessins qui se trouvent aussi au premier étage. Il y a eu une vente au mois de mars 2024, dans laquelle il y avait une soixantaine de dessins inconnus qui étaient de Jean Daret, donc dessins vendus comme anonymes. Et le musée Granet a pu préempter 9 de ces dessins, qui sont montrés aussi au premier étage dans l'exposition, comme un travail, un work in progress, comme on dit en bon français. Ce sont des dessins qui ne sont pas encore restaurés ni montés, pour montrer que l'histoire de l'art, le travail de l'histoire de l'art, ne termine jamais. Pour accéder au premier étage de l'exposition, on passe dans le grand escalier dans lequel on trouve l'Assomption de la Vierge, un tableau qui est conservé à l'église de Pignan dans le Var, qui possède un deuxième grand tableau de Jean Daret, Notre-Dame des Roses, qui se trouve encore sur place et qui fait partie de la partie hors les murs de l'exposition Daret. Nous sommes ici devant 2 dessins préparatoires à cette grande toile, une étude, double étude pour une des figures qui se trouve en bas au premier plan de la composition, et on voit en fait le montage et la marque de la collection de Chenevière sur ce dessin en bas à gauche du dessin. À côté, nous avons un dessin préparatoire à la figure qui repousse en fait la pierre tombale de la Vierge, une figure qui est agenouillée, donc vue de dos, où on voit aussi que Daret reprend plusieurs fois les bras et les mains. Ce dessin est conservé au Louvre et quand il a été acquis dans les années 80, on ne connaissait pas le tableau de Pignan, qui était découvert seulement au début des années 90 et publié, mais avec une petite reproduction par rapport à la taille du tableau, qui est un des plus grands de l'exposition. En haut de l'escalier, on évoque Daret à Aix-en-Provence avec la reproduction d'un plan de la ville d'Aix par Louis Candier, qui était un graveur voisin de Jean Daret dans le quartier Mazarin. Donc on montre les différentes églises pour lesquelles Daret a travaillé et on voit l'emplacement de 2 hôtels particuliers que Daret a possédés successivement dans le quartier Mazarin, qui est un quartier qui a été créé à partir de 1646 à Aix-en-Provence. On a aussi une évocation de l'escalier de l'hôtel de Château-Renard, le grand chef-d'œuvre de Jean Daret, qui se trouve donc rue Gaston de Saporta à Aix, qui est accessible aussi pendant l'exposition, par ce dessin préparatoire au plafond, où on voit que Daret se met en mode dessinateur pour l'architecture. On sait sans doute qu'il a eu une formation d'architecte, parce qu'il met en valeur en fait cet aspect du travail avec la présence d'un compas au premier plan de son autoportrait que malheureusement nous n'avons pas pu emprunter pour l'exposition parce qu'il se trouve en Russie. Donc ici on voit la succession des espaces, les plans, les bouquets de fleurs aussi qui tombent et un balustrade qui sont exactement comme on voit au plafond de l'hôtel de Château-Renard. En revanche, la présence des poutis au milieu, ils sont remplacés par une figure de la vertu immortelle dans la version définitive.
Sur ce palier aussi, nous introduisons l'idée de décor peint avec la présence de cette grande toile qui nous est venue de Marseille, du Musée des Beaux-Arts de Marseille, qui montre Diane et Callisto. Donc Diane qui découvre qu'une de ses nymphes, une de ses suiveuses, qui était censée rester chaste, est enceinte. Et on voit la figure de Callisto en raccourci. On remarque l'amour d'Arrêt pour les jeux de perspective qu'on trouve avec l'architecture très souvent sur les œuvres religieuses. Et ici, sur cette œuvre mythologique, on voit ce jeu de perspective avec la figure de Callisto et une de ses servantes qui a le bras qui tourne presque dans notre espace. Cette composition était destinée à l'origine à un plafond et il est resté dans un hôtel particulier aixois jusqu'au XIXe siècle. À côté, nous avons un dessin préparatoire pour ce tableau qui fait partie de la série de 9 dessins qui ont été préemptés par le musée Granet au mois de mars. Au premier étage, nous évoquons les décors. Darré est connu depuis toujours pour son intérêt pour les décors et notamment pour l'escalier de l'hôtel Château-Renard dont je viens de parler. Et ici dans cette salle, donc, on montre plusieurs tableaux mythologiques qui ont pu faire partie de décors, dont l'allégorie du printemps, qui a peut-être fait partie d'une série des 4 saisons, donc un tableau ovale qui date de 1641, qui est accompagné par son dessin préparatoire, qui est un petit dessin au lavis. Le dessin appartient à la collection du musée Granet. Nous avons aussi le tableau de Esculape et Hippolyte, un tableau qui a été acquis dans les années 80 par le musée des Beaux-Arts de Marseille. C'est un tableau qui date de la première année d'activité connue de Darré, donc 1636. On a l'impression avec ces tableaux de cette première année de sa carrière que Darré essaie de montrer ses capacités dans plusieurs domaines. Donc dans la première salle de l'exposition, il y avait la Lamentation qui date de 1636. Le jour de guitare date de la même année. Ici, nous avons cette représentation de Esculape et Hippolyte. Hippolyte qui vient de mourir et Esculape, grâce à l'aide de Diane, le fait ressusciter grâce à des plantes magiques. La figure de Hippolyte au sol est montrée en raccourci, donc là encore, déjà on voit l'intérêt de Darré pour les jeux de raccourci, les jeux de perspective. C'est un tableau aussi qui s'inspire d'une gravure d'Antonio del Pesta qui illustre les métamorphoses d'Ovide, donc la source de cette scène. Et en effet, Darré utilise souvent les gravures comme point de départ pour ses compositions. C'est le cas pour le martyre de Saint-Barthélemy dans la 3e salle dédiée au tableau d'église et ce sera le cas aussi pour l'ange gardien qu'on verra dans quelques minutes. Donc Darré a peint plusieurs mythologiques. C'est un aspect de sa carrière qu'on connaît moins bien parce que moins documenté, moins décrit aussi parce que les auteurs comme Pierre-Joseph Devache n'ont pas eu accès bien sûr aux hôtels particuliers, aux lieux privés des gens, à l'exception de l'hôtel de Château-Renard qu'il détaille avec beaucoup de précision. Donc cette salle aussi montre des œuvres d'autres artistes, comme jeu de comparaison, Nicolas Mignard et Gilles Garcin, et aussi un tableau de Jacques Blanchard, une Danaé que Darré aurait peut-être pu voir à Paris en 1633. Darré et Blanchard sont tous les deux témoins au mariage de Pierre Darré en 1633, donc on sait que Darré l'a rencontré. Nous sommes maintenant dans la 7e section de l'exposition qui est dédiée au grand baroque provençal, où on évoque surtout le décor de l'ancienne église de l'Oratoire. C'est une église donc de l'institution de l'Oratoire à Aix qui a été détruite sous la Révolution, mais grâce à la confrontation de différents documents, on peut évoquer de manière assez précise le décor et aussi le nom de nombreux commanditaires d'œuvres de cette église. Donc pour la construction qui a commencé en 1638, pour financer cette construction, l'ordre de l'Oratoire a vendu les chapelles latérales à des privés pour qu'elles puissent être des chapelles privées et de lieux de sépulture pour ces familles. Donc certaines familles importantes aixoises, notamment les Thomasin, ont acheté des chapelles et la chapelle du président de la Brianne était dédiée à l'ange gardien. Donc les thèmes des chapelles étaient imposés par l'ordre de l'Oratoire. Donc la chapelle de l'ange gardien était ornée d'un tableau de Jean d'Arrêt qui est cet ange gardien signé et daté de 1647, où il s'inspire d'une gravure de Simone Cantarini, un peintre bolonais
qui avait fait une gravure de ce sujet qui est datée autour de 1640. Donc on voit que Daret est au courant des derniers mouvements, des dernières inventions de l'art italien. On voit aussi l'intérêt de Daret pour le paysage, ce beau paysage qui peut évoquer aussi l'art de certains artistes parisiens comme Laurent Delaïre. Et on voit aussi que Daret, il arrive à faire une différenciation entre ce jeune enfant qui porte une draperie assez simple et les draperies très légères, flottantes, avec ce très beau jeu de couleurs sur les draperies de l'ange. Et la manière dont la lumière transperce aussi les ailes font partie des détails qui sont particulièrement beaux avec ce tableau. Puis on peut admirer aussi les éléments d'architecture et les jeux de couleurs sur les sandales de l'ange. Dans cette salle, on évoque aussi le maître-autel de l'église de l'Oratoire avec le tableau du maître-autel, le tableau principal du maître-autel, peint par Nicolas Mignard en 1657. C'est une nativité, à côté duquel on a placé 2 des 6 sculptures qui ont été créées pour le retable du maître-autel. Ce sont les 2 qui sont connus aujourd'hui. Donc Saint-Philippe Néri, fondateur de l'ordre de l'Oratoire, et Saint-Charles Borromée, qui est un des saints très importants de la dévotion oratorienne. Nous avons pu aussi réunir le tableau de Mignard avec son dessin préparatoire qui est mis au carreau et qui montre certains changements, modifications entre les dessins, peut-être montrés à l'ordre de l'Oratoire et la version définitive. Nous avons aussi dans cette salle un tableau de Jean-Pierre Crozier, un peintre peu connu du XVIIe siècle, originaire de Marseille, dont la carrière est connue surtout à Aix. On connaît aujourd'hui seulement 3 tableaux de ce peintre. Donc, La mort de Saint-Joseph de Crozier est montrée à Cavaillon dans l'exposition Trésors baroque de la cathédrale de Cavaillon, qui fait partie du projet Hors les murs de l'exposition Daret. C'est une exposition satellite. Et ce tableau qui montre les saints innocents ressuscités, pour les organisateurs, on trouve que c'est peut-être le tableau le plus gore de l'exposition, avec le sang qui dégouline de l'autel et de l'agneau qui est sacrifié sur l'autel. Dans la dernière salle de l'exposition, on évoque les dernières années de Daret. Donc, après de nombreuses années d'activité continue à Aix, Daret part à Paris en 1659, peut-être parce qu'il avait des difficultés financières à ce moment-là et qu'il a décidé d'aller à Paris pour essayer de gagner de l'argent assez rapidement. Donc, selon certains textes, il a travaillé au château de Vincennes, mais malheureusement, on connaît très peu les décors et les travaux qui ont eu lieu à l'intérieur du château au XVIIe siècle. On sait seulement qu'il a dû travailler pour un milieu assez intellectuel pendant qu'il était à Paris. Nous avons 2 tableaux de cette période parisienne, les 2 connus, en fait, les 2 seuls connus, ici dans l'exposition. Donc un Saint-Matthieu et l'Ange avec le Bienheureux Pierre de Luxembourg et Saint-Antoine de Padoue, qui vient de l'église de Saint-Paul-de-Vence, pour lequel il a été commandé, mais à Paris. Et aussi ce portrait de chasseur, qui a été une grande découverte quand il est passé sur le marché de l'art au début de 2021. Donc c'est une découverte récente. C'est le premier tableau qui montre un chasseur à l'aise avec sa proie de la peinture française. Donc ce tableau a été peint par Jean Daret, mais les animaux ont été peints par Nicasius Bernards, donc un peintre de nature morte et d'animaux, un peintre spécialiste qui, quelques années plus tard, après l'exécution de ce tableau, a décoré la ménagerie de Versailles. Ce tableau est important parce qu'il est resté dans la famille du modèle jusqu'à sa vente, donc en 2021. Et on a pu identifier donc le modèle, qui est un certain Robert Duphil, qui était très proche du milieu de l'Académie française, des fondateurs de l'Académie française. Et ça nous montre en fait que Daret, quand il était à Paris, était plus en contact avec ce milieu intellectuel que parmi les plus grandes noblesses ou le milieu du roi de France. Néanmoins, il est devenu membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture en septembre 1663, d'où le titre de l'exposition Peintre du roi, parce qu'à partir de ce moment-là, bien sûr, il a pu porter le titre de Peintre du roi. Il a pu en profiter aussi à son retour à Aix. Donc ce tableau aussi montre l'intérêt de Daret pour la représentation de la végétation, et là encore, on revient aussi à son intérêt pour la représentation des objets, notamment
notamment les armes, les éléments de dentelle aussi sur son costume, le caractère du bois, et aussi un petit jeu de couleurs avec une touche de bleu sur la jambe du modèle. Robert Dupiel est mort quelques années après, vers 1667-1668. Donc c'est un homme mûr en fait au moment de ce portrait, qui le montre dans un paysage plus ou moins idéalisé. Ça ne représente pas trop l'Oise ni la Provence, mais c'est vraiment un tableau parisien de cette période parisienne. En 1664, Daret rentre à Aix après son séjour à Paris, et on sait qu'il n'a pas rencontré le grand succès à Paris parce que pas très longtemps après son retour, il vend sa maison dans le quartier Mazarin, mais peu après avoir remboursé ses dettes, il achète un nouveau terrain dans le quartier Mazarin et commence la construction de son deuxième hôtel particulier. Les travaux ne sont pas achevés au moment de sa mort, et en effet, il meurt dans son premier hôtel particulier qui se trouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui la rue du 4 septembre, ici à Aix. Un de ses derniers tableaux est la Sainte Famille avec Sainte Anne et Saint Jean-Baptiste. Ce grand tableau qui provient de l'ancienne cathédrale de Apt, donc dans le Vaucluse. C'est un tableau qui a beaucoup intrigué le restaurateur quand il a commencé à travailler dessus au CICRP l'année dernière, parce qu'il connaissait déjà la technique et la manière de Daret, parce qu'il avait restauré le Christ en croix, le premier tableau de l'exposition. Et en travaillant sur ce tableau et en fait, grâce aux discussions, on s'est rendu compte en fait que ce tableau est inachevé. On voit beaucoup la couche de préparation de couleur ocre qui transparaît, et Daret, qui sans doute était au courant du fait que peut-être qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, a rempli en fait les éléments les plus importants pour permettre la lecture du tableau. Et il meurt au mois de septembre 1668, et ce tableau porte une grande signature et la date de 1668. Mais cette signature n'est certainement pas de sa propre main. En fait, on voit l'intervention d'un autre artiste, sans doute Jérôme Delpech, artiste aptésien qui était apprenti dans l'atelier de Daret au moment de la mort du peintre. Et c'est sans doute Delpech qui a peint les fleurs, par exemple, qui sont dans la partie supérieure de la toile. Et c'est peut-être lui aussi qui a posé la signature et la date de 1668. On sait aussi que Daret, à la fin de sa vie, a reçu une commande importante pour la peinture du plafond de la chapelle des pénitents blancs de l'Observance, donc une des deux chapelles de pénitents blancs ici à Aix. Malheureusement, cette chapelle a été détruite à la Révolution avec le tableau du plafond de Daret, qui était inachevé, mais qui a quand même été installé. Nous avons, grâce à ce dessin préparatoire conservé au musée de Rouen, le souvenir de ce décor. Donc on voit ce jeu de perspective et cette multiplication de figures qui semble être très réussie. Donc c'est une des dernières œuvres de Daret et le dernier dessin qui est connu de l'artiste aujourd'hui. Dans cette salle aussi, nous avons une très grande peinture de Nicolas Pinson qui fait 9 mètres de large. C'est un tableau qui a été peint pour le Palais Comtal, pour la grande chambre du Parlement de Provence. C'est une commande en fait qui à l'origine avait été donnée à Jean Daret, mais qui n'a pas pu commencer à cause de sa mort. Donc ses fils ont exécuté un tableau pour le plafond et Nicolas Pinson a décoré les murs avec cette grande toile et 3 tableaux aussi qui sont aujourd'hui conservés à l'église Saint-Jean de Malte, qui font partie de ce parcours hors les murs dans la ville d'Aix. L'exposition Jean Daret, un peintre du roi en Provence, est visible jusqu'au 29 septembre et un colloque international clôturera cette exposition du 26 au 28 septembre sur la Provence au carrefour des trajectoires artistiques au XVIIe siècle. Vous pouvez anticiper ou poursuivre votre visite de l'exposition par un ou plusieurs lieux du parcours hors les murs, puisque ce dernier inclut 30 communes, dont 24 font partie du hors les murs à proprement parler, répartis sur 4 départements de la région PACA, où se trouvent conservées des œuvres de Jean Daret, des œuvres de ses contemporains, notamment Renaud Le Vieux ou Nicolas Mignard, que vous avez pu aussi découvrir dans l'exposition. Et pour ce faire, vous pouvez soit disposer du livret de visite qui est mis à disposition du public dans l'exposition, mais aussi accéder à la web application. Vous voyez un petit QR code ici ou sur jeandaretenprovence.fr. L'exposition s'accompagne aussi d'un catalogue qui est aussi
le catalogue raisonné de l'œuvre peinte, dessinée et gravée sous la direction de Jane McAvock pour l'œuvre de Jean d'Arrée et la seule publication monographique disponible à ce jour sur l'artiste. Notre prochain rendez-vous sera consacré au lieu du parcours hors les murs Aixois, où vous pourrez découvrir notamment les 2 décors conservés de Jean d'Arrée in situ dans des hôtels particuliers.